Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le bilan de la prise d'otage d'In Amenas est toujours présenté comme provisoire par les autorités algériennes. 38 otages ont été tués. En conférence de presse, le Premier ministre algérien a précisé les nationalités des terroristes. Tunisiens, Algériens, Mauritaniens, Nigériens et Canadiens. 3 d'entre eux ont été arrêtés et 29 tués. Notre invité ce soir, il a été des années commandant dans l'armée algérienne, l'écrivain Yasmina Khadra tout à l'heure. Le plan de lutte contre la pauvreté a été détaillé aujourd'hui par le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a insisté sur une revalorisation du RSA, un allongement de la durée des contrats aidés et d'autres mesures encore dont on ne connaît pas tous les détails du financement. Pas d'impôts supplémentaires, promet toutefois le Premier ministre. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous en dira plus à ce sujet. La France et l'Allemagne fêteront leurs noces d'or demain. 50 ans pour célébrer non pas l'amour, mais l'amitié entre deux pays, deux peuples et deux dirigeants. Même si tout n'est pas rose entre Berlin et Paris, le président Hollande a retrouvé la chancelière Merkel ce soir. Ils étaient plutôt souriants lors d'une rencontre devant des étudiants. Plus tard, leur dîner s'est tenu à l'abri des caméras. Au menu de leur conversation, l'avenir de l'Europe bien sûr et les sujets chauds de l'actualité internationale comme le Mali. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La cérémonie d'investiture des présidents américains est un mélange de tradition et de spectacle. C'était le cas pour l'investiture de Barack Obama aujourd'hui. Il y avait le programme réglé comme du papier à musique avec la signature des registres officiels, le déjeuner au Capitole avec les membres du Congrès. Et puis, il y avait aussi le show assuré par Beyoncé qui a interprété l'hymne national américain. Et lors de son discours d'investiture, le président américain a insisté sur l'unité de l'Amérique, répétant à plusieurs reprises « nous, le peuple », parlant ainsi directement aux classes moyennes durement touchées par la crise. On écoute Barack Obama. L'Amérique va rester le leader d'alliances fortes dans tous les coins du monde. Nous allons rénover des institutions qui nous permettent de gérer les crises à l'étranger, car personne n'a plus intérêt à un monde en paix que le pays le plus puissant. Maintenant, plus encore que jamais, nous devons faire tout cela ensemble, comme un seul pays et un seul peuple. Et dans l'actualité ce soir, le bilan de la prise d'otage d'In Amenas est toujours présenté comme provisoire par les autorités algériennes. 38 otages ont été tués. En conférence de presse, le Premier ministre algérien a précisé les nationalités des terroristes tunisiens pour 11 d'entre eux, mais aussi algériens, mauritaniens, nigériens et canadiens. 3 ont été arrêtés et 29 tués. Les détails avec Flora Sauvage. 2 jours après la fin de l'assaut final, la vie à In Amenas reprend son cours. Lors de l'opération, 37 otages étrangers et un Algérien ont été tués dans la sanglante prise d'otages menée par un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda sur le site gazier d'In Amenas à 1300 km au sud-est d'Alger. D'après le Premier ministre algérien qui a tenu une conférence de presse cet après-midi, l'attaque a été perpétrée par des islamistes venus du nord du Mali. 29 terroristes ont été abattus et 3 ont été arrêtés. Ce groupe était constitué de 32 terroristes. Près d'un tiers des membres étaient des Algériens et le reste étaient d'autres nationalités. Des Tunisiens, des Égyptiens, des Maliens, des Nigériens, des Canadiens et des Mauritaniens. Les terroristes étaient membres du groupe de Mokhtar Belmokhtar, l'un des fondateurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attaque avait été préparée depuis 2 mois. Parmi les 32 terroristes, on a dénombré 11 Tunisiens. De nombreux otages étrangers ont été exécutés d'une balle dans la tête. Ce rescapé français s'est caché pendant 40 heures sous son lit pour ne pas être repéré. La nuit était plus calme, il y avait moins de tirs. Mais c'était très long la nuit. Et froid. Parmi les otages, 5 étrangers sont toujours portés disparus. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Et nous évoquerons tout à l'heure le dénouement de cette prise d'otage et ce bilan terrible avec l'écrivain algérien Yasmina Khadra, qui a aussi été pendant de longues années commandant dans l'armée algérienne.
Au Mali à présent, l'armée française consolide ses positions avec un but clairement affiché par Paris, la reconquête totale du pays. Sur le terrain, l'armée tricolore et les soldats maliens sécurisent les villes de Diabali et Douenza, progressant un peu plus vers le nord du pays. Drapeau français, applaudissements et cris de « Vive la France !» La population a chaleureusement salué l'arrivée des soldats. On voit tout cela avec Véronique Pagnon. 9h, heure locale ce matin, 200 soldats français et maliens entrent dans Diabali. La ville située au nord de Bamako était aux mains des djihadistes depuis une semaine. Les soldats l'ont reprise sans aucune résistance, accueillis par la population restée sur place. Une population rassurée mais qui craint la présence de mines posées par les islamistes. Une autre ville, Douenza, a été libérée toujours ce matin, tout près de la ville de Kona, au centre du pays, qui, elle, avait été reprise aux islamistes jeudi dernier. Les troupes françaises aux côtés des Maliens continuent leur progression vers le nord du pays, rejoignant le souhait du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, obtenir une reconquête totale du pays. Mais il faudra atteindre le nord-ouest, une zone fortement contrôlée par les islamistes, dont AQMI, présents dans les villes de Tombouctou, Goa et Kidal. Les soldats sur place attendent du renfort. La mission internationale, la MISMA, devrait déployer 2000 soldats d'ici au 26 janvier. Pour l'instant, elle n'en a envoyé que 200. De leur côté, 200 soldats tchadiens devraient arriver prochainement au Mali. En attendant, la population prise sous le feu des combats se réfugie en masse dans des camps au Burkina Faso. L'Union européenne, dont on attend beaucoup, vient d'annoncer la tenue prochaine d'une réunion entre les ministres en charge du Mali. Réunion à laquelle seront conviés l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU. Elle aura lieu le 5 février. Un plan de lutte contre la pauvreté détaillé aujourd'hui par le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a insisté sur une revalorisation du RSA, un allongement de la durée des contrats aidés et d'autres mesures encore dont on ne connaît pas tous les détails du financement. Pas d'impôts supplémentaires, promet toutefois le Premier ministre. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous en dira plus à ce sujet dans un instant. Mais d'abord, le détail de ces mesures avec Faustine Saint-Geniès. Des mesures déjà connues, mais pas de nouveaux moyens de financement. Tel est le plan anti-pauvreté présenté ce soir par le Premier ministre. On ne fait pas d'impôts supplémentaires, c'est simplement à l'intérieur du budget que nous faisons des choix. Parmi les priorités, la hausse du RSA socle, plus 10% hors inflation d'ici à 2017. Mais aussi la réforme du RSA activité, trop peu réclamée par ceux qui devraient en bénéficier. Le gouvernement souhaite également élargir l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire. Objectif, 750 000 nouveaux bénéficiaires. Le plan prévoit aussi un investissement dans l'hébergement, hébergement d'urgence et pour les demandeurs d'asile, avec notamment la création de 9 000 places supplémentaires. Coût total de cette mesure, 50 millions d'euros. Autre initiative de ce plan, un meilleur accès aux places de crèche pour les familles en difficulté. Reste à savoir comment le gouvernement compte financer ces mesures. Et avec nous ce soir, sur le plateau du 22h, Éric Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Éric, vous êtes directeur d'études BVA Opinion. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, nous allons parler tout de suite de ce plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté qui intervient dans un contexte particulier de crise et de ses conséquences. Il y a donc urgence. Effectivement, il y a urgence sur la question de la pauvreté parce qu'il y a urgence sur la question de la crise. En tendance, le taux de pauvreté en France ne cessait pas de baisser depuis les années 70-80. Et voilà que depuis l'année 2008, il remonte brusquement, puisque maintenant on a dépassé les 14,1% de la population en état de pauvreté. Vous savez qu'on appelle en situation de pauvreté lorsque l'on gagne moins, lorsque ses revenus sont inférieurs à 60% de ce que gagne la moitié de la population, ce qui nous fait un taux de pauvreté autour de 960 €. Et c'est évidemment lié à la crise pour deux raisons. La première, c'est évidemment la question du chômage. On perd son emploi, le chômage dure, on perd ses allocations et on tombe de la pauvreté. Mais pas seulement. Parce que si on prend l'exemple allemand, c'est très intéressant. Le taux de pauvreté en Allemagne dépasse les 15%, c'est-à-dire qu'il est donc supérieur à la France, alors que la situation économique allemande est nettement meilleure que la française, tout simplement parce qu'il y a une politique de baisse des salaires. Donc on a des travailleurs pauvres en masse. Donc on a une situation critique à cause de la crise. On a pris donc aujourd'hui, on a annoncé aujourd'hui un certain nombre de mesures sur le RSA, la couverture maladie universelle
complémentaires. Et effectivement, le gros problème, c'est évidemment le financement. 2,5 milliards, nous a dit le Premier ministre d'ici à 2017. Redéploiement dans les dépenses, comment va-t-il faire alors que déjà il est engagé sur 60 milliards d'économies dans ses dépenses depuis jusqu'en 2007. Pas d'augmentation d'impôts. On demande évidemment des précisions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres en France, mais le premier des pauvres, c'est l'État lui-même. Et le Premier ministre a annoncé aussi un quota de 10% de places en crèche pour les enfants, Jean-Louis, issus de familles pauvres. Est-ce que c'est l'un des moyens d'endiguer la pauvreté? Alors justement, c'est intéressant cette histoire, parce que c'est la mesure la plus nouvelle qui nous a été annoncée cet après-midi, c'est-à-dire comment lutter contre la pauvreté quand on n'a pas les moyens. Eh bien, on trouve la question des quotas. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de crèches absolument énorme. Il manque 500 000 places. On sait qu'un enfant sur deux trouve une structure d'accueil. Les 2/3 des familles doivent se débrouiller par elles-mêmes. Mais quand on regarde les pauvres, 4% seulement des enfants pauvres trouvent une place dans une structure d'accueil, alors qu'ils représentent 20% de l'ensemble des enfants. Et 98% des familles pauvres doivent se débrouiller toutes seules. Comment on fait? La solution, c'est de créer des places en crèche. On parle de 500 000, mais on n'a pas d'argent. Alors on fait un quota et on dit les crèches devront dorénavant accueillir 10% de population pauvre à l'intérieur des crèches. Mais le problème qui est posé, c'est qu'effectivement l'État, qui ne peut pas résoudre le problème faute de moyens, reporte son problème financier directement sur une certaine catégorie de la population, qui sont les couches moyennes, celles qui financent la politique familiale et qui vont se trouver évidemment en situation mais j'en ai pas pour mon argent. Donc on résout un problème financier grave en créant un problème politique à l'intérieur des populations. Justement, Éric Bonnet, ces sujets sociaux, cette réalité, cette urgence sociale, c'est d'abord et toujours la préoccupation numéro 1 des Français. Tout à fait, tout à fait. Le chômage, la crise, le social, la pauvreté, c'est vraiment la priorité numéro 1 des Français aujourd'hui. Oui. Rien n'occulte cela, même pas l'intervention au Mali, l'actualité qui domine. Ça les inquiète, mais ce n'est pas leur sujet de préoccupation numéro 1, ça reste l'emploi et l'économie, leur préoccupation numéro 1. Ça les inquiète, mais l'intervention au Mali est soutenue majoritairement par les Français qui perçoivent donc cette intervention comme nécessaire et qui perçoivent aussi le président comme capable de prendre de bonnes décisions et au bon moment. Tout à fait. Déjà, effectivement, il faut bien avoir à l'esprit que cette intervention au Mali est massivement soutenue. 75% des Français qui soutiennent cette intervention militaire. Jamais depuis ces 15 dernières années, une intervention militaire n'avait été à ce point soutenue. Ça, c'est le premier enseignement des sondages qu'on peut réaliser. Deuxième enseignement, effectivement, cette intervention militaire améliore l'image personnelle de François Hollande aux yeux des Français, puisqu'effectivement, on avait posé des questions au mois de septembre, qu'on a reposé là juste après l'intervention militaire, et en comparant les deux, on voit que les Français sont 17 points de plus à considérer qu'il est capable de prendre des décisions qui s'imposent, ils sont 8 points de plus à considérer qu'il est compétent, et ils sont 11 points de plus à considérer qu'il tient bien informé les Français de sa politique. Donc incontestablement, cette intervention améliore l'image personnelle de François Hollande, ce qui ne signifie pas pour autant que sa popularité globale va s'améliorer énormément et durablement, dans la mesure où cette popularité globale, elle est avant tout lié au sujet de préoccupation numéro 1 des Français, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire l'emploi. Et donc, tant que la situation de l'emploi est mauvaise, eh bien, la popularité de François Hollande est mauvaise, même si elle peut gagner quelques points grâce à cette intervention militaire. Des points effectivement gagnés. Jean-Luc Combeau, peut-être une réaction sur ce sujet? C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que le taux de popularité peut monter, mais il est d'une fragilité énorme, qui est liée évidemment à la conjoncture économique et la courbe du chômage, surtout. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ces précisions et cette analyse. La suite du 22h avec, dans un instant, l'entretien avec l'écrivain et romancier algérien Yasmina Khadra. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Regardez. Un règlement de compte interne, c'est la piste envisagée après l'assassinat à Paris de 3 militantes du PKK. Le suspect, un Kurde d'une trentaine d'années, proche des victimes, il a été mis en examen. Il y a 10 jours, ces 3 jeunes femmes, militants pour l'indépendance du Kurdistan en Turquie, ont été tuées au cœur de Paris dans les locaux d'une association. La communauté kurde était alors descendue dans la rue pour dénoncer ces meurtres.
Il les écoutera, mais ne changera pas d'avis. François Hollande devrait recevoir les opposants au mariage gay dans les jours qui viennent. Une entrevue attendue de longue date par les associations qui réclament la suspension du projet de loi et l'organisation d'un référendum et d'états généraux de la famille. Il risque toutefois d'être déçu car François Hollande compte leur réaffirmer sa volonté de faire adopter le texte. 2 ans de prison avec sursis, la sanction est tombée pour Charles Pasqua et André Santini. Ils ont été déclarés coupables de détournement de fonds dans l'affaire dite de la Fondation Hamon. La justice reproche aux 2 anciens ministres d'avoir fait de fausses factures pour construire un musée qui en réalité n'a jamais vu le jour. Charles Pasqua également sur le banc des accusés dans une autre affaire, celle de pétrole contre nourriture, qui s'est ouverte aujourd'hui. Il est jugé avec 17 autres prévenus pour des malversations pendant l'embargo de l'Irak entre 1999 et 2003. Main dans la main, Le Monde et le Süddeutsche-Zeitung pour une édition spéciale anniversaire du traité de l'Elysée. 50 ans après le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, François Hollande et Angela Merkel fêtent les noces d'or du couple franco-allemand. Il est l'invité du 22h de Public Sénat, Yasmina Khadra, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Le bilan de la prise d'otages en Algérie est terrible. 38 otages ont péri. C'est toujours facile de dire qu'il aurait fallu faire autrement, mais comment vous avez perçu ce dénouement ? Depuis le début, depuis le premier jour de l'agression, j'avais dit que les terroristes n'étaient pas venus pour repartir, que c'était des kamikazes et que c'était une mission suicidaire. Le but, c'était de rassembler un maximum d'otages autour du site gazier et tout faire sauter. Ils avaient comme objectif d'occasionner le plus grand attentat spectaculaire après le 11 septembre. Et surtout, le moment l'exigeait pour eux. C'était la guerre au Mali, et puis il fallait faire quelque chose, une énorme diversion. Et bien sûr, l'armée algérienne a été intelligente. Je ne dirais pas qu'elle a été autre chose qu'intelligente. Elle a parfaitement compris les intentions des intégrés et elle a agi comme il se devait. Vous avez combattu les intégrés dans le maquis algérien. Donc, sur la méthode algérienne, vous dites qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il faut l'éradication, l'élimination. Oui, j'ai entendu un pseudo-spécialiste dire que pour les Occidentaux, c'est l'otage qui compte et pour les Algériens, ils ne pensent qu'aux terroristes. Vous avez entendu la comparaison avec les méthodes russes? Oui, ça n'a rien à voir. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours l'armée algérienne qui a réussi ses coups, jamais les autres armées. Quand on voit ce qui se passe en Irak, en Afghanistan et un peu partout dans le monde avec des armées, des coalisés et tout, et ils n'ont pas réussi à faire ce que l'Algérie a fait. Nous, l'objectif des intégristes en Algérie, c'est de vraiment faire une sorte d'Irak ou de Syrie en Algérie. Ils n'ont pas réussi parce que tout simplement, nous avons payé le prix pour ça. Le ministre de la Communication algérien a affirmé ceci. Face à cette tentative de déstabilisation de l'Algérie, nous répondons que nous avons une armée de 38 millions d'Algériens. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'opinion publique algérienne fait bloc derrière ces militaires? Est-ce qu'elle soutient la détermination, même froide, de ces militaires? Elle ne peut pas faire autrement. Il y a eu quand même plus de 200 000 morts. Il y a 1 million de victimes entre les veuves, orphelins, blessés et tout. Et on ne peut pas cautionner le terrorisme parce que nous l'avons vécu dans notre chair. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous subissons cette horreur et nous ne pouvons plus la tolérer. Mais dire qu'il n'y avait pas de négociation, je ne suis pas sûr. Il y avait au début, certainement, ils ont essayé de libérer les otages. Et puis, quand ils ont compris que l'intention de ces terroristes était de faire sauter le site gazier, ils ont réagi très vite. Et je les félicite pour ça. Selon vous, la réaction de la France, les paroles de la France sont donc les plus adaptées? Quand François Hollande dit que la méthode algérienne est adaptée, quand Jean-Yves Le Drian dit que l'Algérie est en guerre, c'est un acte de guerre, c'est la France qui a eu la position la plus juste, selon vous? Je pense que oui. Les Français ont tout de suite compris, enfin je parle de la France officielle, hein, parce que la presse elle a été complètement à côté de la plaque, mais je dirais qu'ils ont compris qu'on ne négocie pas avec ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas là pour négocier. Est-ce que c'est parce que la France ménage aussi l'Algérie? C'est possible, mais au moins elle a été dans le vrai.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on entend par négocier avec ces gens-là. Est-ce qu'il faut leur accorder un État? Libérer des otages contre, il est vrai, ou de l'argent, quoi que ce soit. Il n'était pas venu pour ça. Même au début, le premier jour de l'agression, sur une chaîne info, je disais qu'ils essaient de gagner du temps pour miner le site. Donc si on ne comprend pas les intentions de ces gens-là, je crois qu'on ne peut pas comprendre aussi la réaction algérienne. Mais je trouve que c'est une réaction tout à fait appropriée. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que ça. Et maintenant, Yasmina Khadra, l'Algérie, le Maghreb, l'Afrique est entrée en lutte contre les usurpateurs, les fossoyeurs de sa propre religion. Oui. C'est le cas? C'est le cas depuis toujours, mais je vous rappelle tout simplement que pendant des années, nous avons lutté seuls. Nous avons lutté dans une sorte de huis clos. Nous avons été chahutés dans notre combat contre l'intégrisme. On nous a traités de tous les noms. Ils ont fait passer les militaires pour des terroristes. Ils ont même dit qu'il n'y avait pas de terroristes en Algérie, que c'était l'armée qui tuait. Aujourd'hui, le monde découvre quand même, comme toujours, tardivement, que la menace est globale. Pas seulement, elle est globale. On sait peu de choses des motivations de ces terroristes, sinon qu'ils veulent, comme vous l'avez dit, tuer, tuer et tuer. Est-ce que c'est selon vous leur unique but? Et est-ce qu'on doit chercher plus loin les racines du mal? Oui, certainement. Ce sont des gens qui ont profité d'une certaine décomposition sociale, morale, économique. Ce sont des jeunes qui à aucun moment n'ont été sollicités pour contribuer à l'essor de leur pays. Ils ont été victimes d'injustice, de chosification, d'exclusion. Et un jour, ils ont trouvé des gens qui leur ont fait croire qu'ils étaient capables de tout renverser. Mais sauf qu'aujourd'hui, normalement, 20 ans après le déclenchement de ce tsunami sanglant, les jeunes devraient faire attention. Justement, est-ce que vous craignez les amalgames, que certains confondent islam et islamisme, malgré toutes les précautions d'usage et de langage qui sont prises par les responsables? Je crois qu'il y a une malveillance derrière tout ça. Les gens comprennent parfaitement qu'il y a une grande différence entre le musulman et l'intégriste, ils le savent. Mais il y a une malveillance politique qui consiste peut-être à manipuler ou à jeter de l'huile sur le feu ou à faire croire que ce mal est uniquement endémique, qu'il ne peut pas déborder les frontières de tel ou tel pays. Vous avez remarqué que les responsables français, on va les écouter d'ailleurs, évitent soigneusement d'évoquer le mot islamiste. On va les écouter et après on va réagir. La France, à la demande du président du Mali et dans le respect de la Charte des Nations Unies, s'est engagée hier pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a 3 phases très différentes. La première phase, c'était, et c'est celle pour laquelle nous avons été appelés à l'aide par le gouvernement du Mali, de stopper l'offensive des groupes terroristes sur Bamako. Lorsque le président de la République a décidé vendredi dernier de provoquer l'intervention française avant qu'il ne soit trop tard, il y avait une opération, une offensive forte de groupes terroristes vraiment déterminés à descendre sur Mopti, au sud du Mali, et éventuellement après sur Bamako. Il parle de terroristes, mais pas d'islamistes. C'est tabou? On ne peut pas nommer l'ennemi? Oui, peut-être qu'il ne faudrait pas confondre. Il ne faut pas mêler l'islam à cette mouvance. Je crois que c'est assez prudent. Et puis, il y a quand même beaucoup de progrès, parce qu'à une époque, il y a quelques années, on ne parlait même pas d'islamistes ou de terroristes. On disait des hommes armés. Donc, on évolue quand même, on est en train d'apprendre sur le tas, et c'est très bien. Yasmina Khadra, est-ce que selon vous, on entend suffisamment dans le débat public la voix de l'islam, vous ne serez peut-être pas d'accord avec mon expression, mais modéré, ceux qui prônent un islam de paix? Est-ce qu'on les entend? Ces religieux, ces écrivains, ces intellectuels, où est-ce qu'ils sont? Ceux qui ont tant parlé après les printemps arabes, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je crois qu'on préfère entendre les mêmes sons de cloche qui favorisent certains débats biaisés et tout. D'ailleurs, on a vu défiler pendant ces 4 jours ou 5 jours sur les plateaux de télévision des pseudo-spécialistes d'Al-Qaïda, de l'islamisme, de l'intégrisme, et tout le monde sait qu'ils n'ont rien apporté au débat. Donc pourquoi continuer de les solliciter s'il n'y avait pas quand même soit une ignorance totale, soit une méconnaissance, ce qui est pire que l'ignorance. Soit un manque, soit un vide des responsables, des religieux, des autorités qui ne veulent pas s'exprimer aussi. Non, moi, non, je ne pense pas. On ne les sollicite pas.
On ne les sollicite pas, on ne veut pas les entendre. Il y a le passage à l'acte du djihadisme armé que l'on a vu à In Amenas, mais est-ce qu'il y a selon vous, et d'ailleurs c'est le regard, quel regard vous portez sur l'Algérie, la Tunisie et d'autres pays, est-ce qu'il y a une salafisation des esprits dans la région du Sahel? Est-ce qu'il y a le développement de pratiques religieuses qui sont radicales dans des pays autrefois modérés? Oui, le salafisme est en train de se répandre comme une épidémie. C'est une pandémie. Même en Algérie, par exemple, tous les secteurs névralgiques sont pollués par cette, je ne sais pas comment l'appeler, par ce phénomène. Et notamment les secteurs qui touchent directement le peuple, le secteur culturel, que ce soit la télévision, la radio et tout. Et il y a derrière ces gens-là des salafistes aujourd'hui en Algérie. Alors pour terminer, Yasmina Khadra, vous avez dit, écrit que l'Occident, c'est l'Orient d'en face. Oui. Est-ce que cet effet miroir n'est pas en train d'être défiguré? Est-ce qu'il y a un risque que le lien se distende, se casse, que le dialogue des cultures soit définitivement rompu? Et là, je pose la question au directeur du Centre culturel algérien que vous êtes. Oui. Oh, le dialogue des cultures, il est encore une fois sélectif. Hein. On veut entendre qui on veut et on veut museler ceux qui apportent une sincérité. Ceux qui parlent en connaissance de cause, ceux qui peuvent éclairer les consciences, les esprits, permettre une orientation efficace sur ce phénomène. Donc ça dépend. Moi, j'espère que, puisqu'on a fait des progrès quant au vocable qualifiant ces individus, on est passé de l'homme armé à terroriste, j'espère qu'un jour on passera quand même de l'esprit éclairé et oublie un peu les esprits enténébrés. Eh bien, on l'espère tous. Ouais. Merci beaucoup, Yasmina Khadra, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré en début de soirée. Demain, je vous donne rendez-vous pour un 22h spécial consacré à l'amitié franco-allemande avec notamment l'historien Jean-Noël Jeannet, le philosophe allemand Heinz Wiesmann et l'ancien patron de la chaîne franco-allemande Arte, Jérôme Clément. À demain donc, avec plaisir bien sûr. Et on va clore ce journal en musique avec cet hymne à l'amitié, bien sûr, Barbara qui chante Göttingen. Écoutez, bonne soirée. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu, les roses sont belles. À Göttingen, et nous avons nos matins bleus, mélancolie de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Et nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Tant pis pour ceux qui s'étonnent. En quelques mots, haussmanniser, c'est libérer les flux. C'est libérer les flux de l'air et de l'eau. C'est libérer le flux des personnes et des biens. C'est en fait ouvrir la ville à la circulation rapide. La circulation rapide étant un des corollaires majeurs de l'industrialisation. La vie d'Haussmann est une immense traversée du XIXe siècle. Né en 1809, mort en 1991, ça fait pratiquement 82 ans, pendant lesquels la France a connu des changements de régime très spectaculaires. C'est une histoire très riche. Il naît sous le Premier Empire, il est un filleul des proches de l'empereur et il va mourir sous la Troisième République, pratiquement oublié. Et cet homme, qui est un
garçon d'une famille protestante d'origine alsacienne, passionné par le bonapartisme, va essayer de comprendre ce qu'est l'administration de l'État. Bien avant la fameuse École nationale d'administration, il va appréhender le corps préfectoral et pendant 20 ans, Georges Eugène Haussmann, comme secrétaire général, sous-préfet puis préfet, va parcourir la France et apprendre à connaître les difficultés de la vie quotidienne des Français. Et partout où il passe, il améliore les routes, les voies de communication, l'éclairage, la santé publique en créant des hôpitaux, des asiles psychiatriques, le transport du courrier. Bref, c'est un homme moderne et ça n'est donc pas par hasard s'il arrive à la préfecture de la Seine en 1853. Partout où il est passé, il y a eu des progrès. On a un peu noirci le tableau du Paris avant Haussmann, mais c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de ruelles médiévales qui étaient trop étroites, où on ne pouvait pas passer en voiture, même avec les voitures à chevaux. Mais il y avait eu quand même un certain nombre d'améliorations, de rues nouvelles. On avait ouvert quand même des places royales, hein, la place des Vosges, la place de la Concorde, qui est un peu périphérique, la place Vendôme. Donc la ville s'était quand même un petit peu transformée. Et ce qu'on oublie aussi surtout, c'est que la périphérie, elle était très moderne. Parce que la périphérie parisienne, c'est-à-dire tout ce qui se trouve légèrement en deçà et au-delà des grands boulevards, donc des grands boulevards au nord de Paris, qui datent de Louis XIV, c'était des quartiers construits à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, étaient des quartiers avec des rues droites, larges, très modernes, et quelquefois même dans le centre de Paris, comme par exemple les rues qui entourent le théâtre de l'Odéon, qui ont été construites à la fin du XVIIIe siècle, à l'emplacement de l'hôtel des Condés, et qui sont des rues tout à fait modernes pour le XIXe siècle. Donc quand Haussmann arrive à Paris, au printemps 1853, c'est en gros, pour le centre, un Paris qui a très peu changé depuis le Moyen-Âge. Cela fait longtemps que la ville est un foyer culturel majeur, un bassin humain très important, un bassin de création technique, de création artistique. Et donc, ce passé glorieux a laissé des stigmates dans la ville. Car en plus de tout le lacis de ruelles que bordent les maisons qu'habitent les Parisiens, les nombreux Parisiens, il y a aussi tous les fleurons de ces apogées successifs. Il y a le théâtre des grandes cérémonies régaliennes, il y a donc des palais, des hôtels particuliers, des églises, des temples. Et donc Paris est une ville qui est un mélange d'accumulation vernaculaire, je dirais d'accumulation domestique, les maisons, et de joyaux consacrés à la célébration de la puissance, de la gloire, qui se juxtaposent sans ordre précis, sans véritablement recherche de point de vue ou de mise en scène générale. La population, pour l'essentiel, vit dans le cœur de Paris, car c'est le cœur de Paris qui bat pour l'ensemble de la capitale, probablement pour l'ensemble du royaume ou de l'Empire. Donc cet habitat, à la fois ancien et surpeuplé, évidemment pêche par insalubrité, obscurité, inaccessibilité, une inadaptation au monde moderne qui se profile au milieu du XIXe siècle. En fait, Paris est une ville qui n'est pas du tout préparée à la mutation que lui impose la révolution industrielle. Mais il faut bien comprendre qu'en 1853, lorsque Haussmann est nommé préfet de la Seine, par Napoléon III, qu'il a vu à l'œuvre pendant 20 ans, qui connaît son bilan en province, Paris est un grand corps malade, en particulier dans le centre, vers le Châtelet, l'Hôtel de Ville, tout ce quartier qui était encore à peu près dans l'état de celui d'Henri IV lorsqu'il fut assassiné, c'est-à-dire un cloaque, un labyrinthe nauséabond où il y a le choléra. C'est
Paris, je dirais des Misérables et des Mystères de Paris de Gensu, mais qui était épouvantable. Le quartier actuel de la place Saint-Augustin, appelé la Petite Pologne, était une infection avec des épidémies effrayantes. En plus de ça, comme la ville s'accroît, sa population croît, il faut l'alimenter, cette population. Et donc, de nombreux charrois, de nombreuses charrettes à bras encore, des trains, et ça c'est la nouveauté, des trains déversent des tonnes de marchandises chaque jour dans la ville, qu'il faut acheminer vers les marchés, essentiellement vers les halles centrales, qui se trouvent, elles, en plein cœur de Paris. Donc, la circulation à Paris devient un problème franchement insoluble. Dans l'esprit des gens qui réfléchissaient à la ville, le centre de Paris, c'était l'île de la Cité, essentiellement. La cathédrale Notre-Dame, le Palais de Justice, qui était l'ancien palais royal. Il fallait que le centre reste dans le centre. Et comme on ne pouvait plus circuler dans le centre, le seul moyen de maintenir l'activité dans le centre, c'était de rendre de nouvelles circulations. Et finalement, les théoriciens qui se sont intéressés à ces problèmes autour de 1840 en sont venus à l'idée qu'il fallait faire des percées. Donc c'est la naissance de la percée donc aux alentours de 1840. Et quand Napoléon III arrive à Paris, il a décidé de faire d'entreprendre ces nouvelles percées. Il a donc commencé par la rue des Écoles, le boulevard de Strasbourg, et d'autres ont suivi après. Quand, en 1853, Haussmann est appelé à Paris, Napoléon III a déjà une idée assez précise des percées qu'il va devoir effectuer. Il manque cependant un plan d'ensemble, il manque aussi une méthodologie. Napoléon III a convoqué une commission des embellissements de la ville, présidée par le comte Siméon. Cette commission Siméon a fait un véritable travail d'urbanisme. Napoléon III est bien conscient que si les travaux doivent être menés tambour battant, il faudra une équipe municipale soudée, unie. D'autre part, Napoléon III cherche aussi un organisateur capable de réunir les moyens matériels et humains nécessaires à un chantier si vaste, mené de front sur plusieurs endroits différents, avec des moyens économiques, humains et matériels et techniques tout à fait inédits. L'empereur l'a accueilli en lui montrant un plan de Paris, en lui disant « voilà ce que je veux faire ». Nous étouffons dans nos vieux murs. Nous sommes encore dans une époque vraiment de miasmes, de microbes. C'est épouvantable. Il faut de l'air, des boulevards, des avenues larges, de l'éclairage, etc. Et Haussmann est l'homme qui va exécuter. Alors, eh bien, ces deux hommes constituent, je dirais, une autorité bicéphale qui s'entend très bien. C'est donc une extraordinaire association qui explique qu'en seulement 17 ans, cette monumentale et gigantesque transformation de Paris sans précédent ait pu avoir lieu. Donc Haussmann est appelé un peu comme une espèce de super exécuteur. Mais Haussmann n'est certainement pas un instrument dans l'âme. C'est un être orgueilleux, c'est une intelligence puissante, c'est une force de travail inépuisable. Et très vite, Haussmann va s'emparer de sa fonction et va transcender de loin le cahier des charges qui lui est confié. Haussmann est un instrument qui s'émancipe, ou est un instrument qui pense. Haussmann est un instrument qui, bientôt, n'en fera qu'à sa tête, en ayant bien intégré toutefois la volonté intime, la volonté impériale qu'il a posée là où il est. En dépit de son caractère, en dépit de cette espèce de manière qu'il a de s'imposer sur les questions qui lui sont soumises, Haussmann reste fidèle au dessein originel qu'on lui a confié, dont on lui a confié l'exécution.
Et officiellement, le rôle d'Haussmann, au sens strict du terme, est de s'occuper des enquêtes d'utilité publique pour les expropriations, puisque quand on veut faire une percée, il faut exproprier, démolir, ouvrir la voie, reconstruire, donc en fixant un alignement, en fixant un nivellement pour que les seuils des immeubles ne se trouvent pas en dessous de la chaussée, donc ça s'appelle le nivellement. Et donc tout un système qui n'a pas été inventé par Napoléon III Haussmann, mais qui a été extrêmement perfectionné par nécessité, parce qu'on s'est mis à faire tellement de percées qu'il fallait vraiment avoir un service réseau point. Et peut-être une des choses qu'a apporté Haussmann personnellement, à part les modes de financement, c'est le problème des services techniques de la ville de Paris. Le principal problème de Paris, quand Haussmann arrive aux affaires, plus qu'un problème de circulation des personnes et des biens, c'est un problème de circulation de l'eau. L'adduction de l'eau fraîche et l'évacuation des eaux sales. Et cela, il faut bien reconnaître une chose, c'est que Paris, sur ce plan, est une ville extrêmement archaïque. L'eau à tous les étages est une espèce de privilège qu'on affiche en façade, tellement il est rare. Et les Parisiens, disposent d'une très faible quantité d'eau claire par habitant et par jour. L'essentiel de l'eau est acheminé à dos d'homme, ça anime la ville, ça ne suffit pas à ses besoins sanitaires. Pour le reste, c'est l'eau de la Seine, elle-même corrompue par une industrie naissante, par une industrie croissante, corrompue aussi par les nombreux rejets d'eau sale d'une population qui n'en finit pas de croître. Vers 1856, Paris compte plus d'1,5 million d'habitants. Les eaux de la Seine sont sales de toutes les déjections de ce 1,5 million d'habitants. Et donc, ce que va faire Haussmann, il va doter la ville d'organes souterrains, d'organes vitaux qu'il compare à nos veines, en même temps qu'il aménage en surface les nouvelles avenues. En fait, tout le génie d'Haussmann, c'est de profiter du chantier de surface qu'occasionne la percée d'une nouvelle avenue pour creuser en sous-sol les organes nécessaires à la vascularisation de la grande ville. Et donc, quand on va prévoir une avenue en surface, on va prévoir un réseau d'égouts, un réseau d'adduction d'eau et un réseau d'égouts en même temps. Ce qui va propulser en très peu d'années Paris de l'aube de l'humanité à une modernité radieuse. Haussmann, pour lui, une avenue, avant d'être le théâtre des splendeurs d'une ville ou des splendeurs d'un règne, une avenue, c'est un couloir au sens propre. Un couloir là où coule la foule, là où coulent les marchandises. Et les carrefours ne sont pas des places royales où l'on se pavane, où l'on se rassemble. Ce ne sont pas des places où l'on va tirer l'eau d'une fontaine monumentale. Ce ne sont pas des places au banc desquelles on s'assoit pour discuter et prendre les nouvelles. Ce ne sont pas des places où le tambour bat pour donner les avis du pouvoir. Non. Une place, c'est avant tout un carrefour. C'est un carrefour entre différents couloirs qui doit faciliter la circulation et doit faciliter la connexion des principaux quartiers névralgiques entre eux. Eh bien, en quelques mots, haussmanniser, c'est libérer les flux. C'est libérer les flux de l'air et de l'eau. C'est libérer le flux des personnes et des biens. C'est en fait
ouvrir la ville à la circulation rapide étant l'un des corollaires majeurs de l'industrialisation. Un des principaux griefs faits à la ville haussmannienne serait qu'on a détruit l'âme du vieux Paris au profit de billards hyper sécurisés qui permettent et le tir de l'artillerie et les charges de cavalerie. C'est une légende que l'historiographie républicaine a énormément gonflée après la chute du Second Empire. Non, Paris n'a pas été reconstruite à des fins strictement policières. Quelques voies seulement dont on sait qu'elles ont été pensées en fonction d'opérations militaires, c'est le couvrement du boulevard Richard Lenoir qui couvre le canal Saint-Martin, qui faisait une sorte de fossé de défense quand il y avait des insurrections dans l'Est et empêchait les troupes de progresser du centre de Paris vers la périphérie. Donc là c'est pour l'infanterie. Le boulevard Voltaire lui servait à la cavalerie de pouvoir venir de la caserne de Vincennes jusque dans le centre de Paris. Mais jamais personne n'a pensé qu'on pourrait tirer au canon dans les percées haussmanniennes. C'est un homme qui croit véritablement dans la modernité, mais ce qu'il entend soutirer à la modernité, plus qu'une émancipation intellectuelle, c'est une espèce de bien-être matériel. Oui, c'est un être assez matérialiste qu'Haussmann, et ça, du coup, ça simplifiera sa tâche, parce que finalement, ne s'embarrassant pas de scrupules, s'embarrassant assez peu de considérations philosophiques ou culturelles, Haussmann marchera en avant. Il va donc appréhender les travaux qu'on lui confie de manière extrêmement systématique et donc va les serrer d'une certaine manière. Il va faire trois séries de travaux, les réseaux. Le premier réseau va consister à moderniser cette croisée antique. Cette croisée antique avait pour mission essentiellement de relier la gare de l'Est et la gare du Nord, d'une part, à la gare de l'Ouest, la gare Montparnasse, au sud, et surtout de relier les lieux de pouvoir, le Louvre et l'Hôtel de Ville, et de créer une espèce d'axe Est-Ouest qui desservira en même temps le nouveau quartier des Halles, car dès la fin de la monarchie de Juillet, il est prévu de reconstruire les halles centrales de Paris et de les vasculariser. Ça veut dire de les desservir par toute une série de réseaux qui convergent vers elles et permettent l'apport comme l'évacuation des marchandises. Le deuxième réseau se lance à la conquête de l'Ouest, un des phénomènes les plus caractéristiques de l'urbanisation haussmannienne. Phénomène d'ailleurs qui sera reproché au Second Empire car cette conquête de l'Ouest se fait aux dépens de territoires encore à peu près vierges, qui ne sont occupés que par des hameaux bien habités, quelques châteaux, quelques villégiatures. Si vous voulez voir à quoi ressemble la ville haussmannienne débarrassée de toutes les contingences d'une préexistence, il faut aller aux alentours du boulevard Malesherbes et prendre le boulevard de Courcelles jusqu'au parc Monceau. Et là, vous avez véritablement le visage de la ville haussmannienne, assez uniforme, il faut bien le dire, mais où cohabite l'habitat individuel et l'habitat collectif dans une espèce d'harmonie minérale qui ne manque pas de grandeur. Enfin, le troisième réseau, lui, vise essentiellement à greffer les nouveaux quartiers, les quartiers qui ont été annexés en 1860, c'est-à-dire tous les faubourgs de Paris, compris entre l'ancienne enceinte des fermiers généraux et l'enceinte bastonnée qu'avait construite Thiers sous le règne de Louis-Philippe. On étend Paris. Passer à 20 arrondissements, de 12 à 20, c'est considérable. Il n'y a pas de changement de numérotation, on ajoute des numéros de 12 à 20. Et dès les années 1861-62, toute l'Europe considère que Paris a fait un progrès parce qu'on
on voit les adresses, on peut savoir où on habite maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, c'était très romantique. Et ça fait une transformation formidable. C'est une grande découverte. Je dirais que le Parisien prend connaissance d'habiter Paris, vraiment à ce moment-là. Ça n'est pas un hasard si Offenbach invente la vie parisienne à ce moment-là, avec ses cafés, ses boulevards, ses restaurants, ses illuminations, ses égouts assainis. Il y a tout un service de moyens pratiques qui sont proposés aux Parisiens qui n'existaient pas avant. Les gens naissaient par exemple dans le faubourg Saint-Antoine, le quartier du Meuble, ils y travaillaient, ils s'y mariaient et ils y mouraient. Personne ne faisait cette chose immense, nouvelle, inédite, la traversée de Paris. C'est Haussmann qui invente la traversée de Paris avec la Compagnie Générale des Omnibus en 1855 qui permet aux gens, moyennant un très faible prix, de traverser la ville et de la découvrir, d'aller d'un village à l'autre. Ça, c'est une révolution. Cette vie parisienne s'explique par des sorties. On va dans le centre. Et que trouve-t-on dans le centre? Une formidable innovation, les premiers grands magasins. C'est évidemment avec Boucicaut et le Bon Marché que l'on vit une révolution incroyable. Le client peut rentrer, examiner les articles qu'on lui propose, l'accès est libre, il n'est pas obligé d'acheter. C'est une fantastique révolution. Les contemporains qui n'étaient pas venus à Paris qui arrivent en 1860, qui n'étaient pas venus à Paris de 1850, ne reconnaissent pas leur ville. Parce que imaginez que pour aller du Palais Royal à la chaussée d'Antin, il fallait parcourir la rue Saint-Roch, la rue Saint-Honoré, la rue Ventadour, un dédale de rue, puis tout d'un coup, hop, on y va tout droit d'un seul coup. Pour aller de la gare, de la gare Montparnasse à Saint-Germain-des-Prés, il fallait se balader dans des ruelles. Tout d'un coup, on a la rue de Rennes qui va directement de la gare en plein centre de Paris. Ce décor n'a pas détruit l'ensemble de la ville et laisse percevoir donc en coulisses le vieux Paris qui reste, parce que le vieux Paris, il en reste quand même encore beaucoup. Alors ce que vont critiquer certaines personnes, c'est l'esthétique haussmannienne, qui est une esthétique très, très rigide, très répétitive, avec des immeubles qui sont presque tous les mêmes, volontairement. Mais le principe même de la percée fait absolument l'unanimité et fait même l'objet de pétitions. En 18 ans de préfecture haussmannienne, en fait 17 ans et demi, on peut résumer ainsi l'œuvre d'Haussmann. On peut dire que 80 000 ouvriers auront construit à peu près 40 000 immeubles, auront creusé presque 600 km d'égouts, percé 64 km de voies nouvelles, planté 80 000 arbres et rénové et le bois de Boulogne et le bois de Vincennes.
Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte était un prince en exil, notamment en Angleterre, il avait observé les transformations de l'urbanisme à Londres. La création d'artères assez larges, de squares, d'espaces verts. Et il avait un rêve, le futur empereur des Français, c'était de donner des poumons à Paris. Londres avait cette chance, en fait, grâce à l'incendie de 1666, qui avait détruit la ville médiévale, et on avait construit, à la fin du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, une nouvelle Londres qui était beaucoup plus moderne que l'était Paris, qui n'avait jamais connu de grand incendie. D'ailleurs, c'est une remarque de Voltaire, qui, dans les embellissements de Paris, en 1745, écrit « Dommage que Paris n'ait pas eu un grand incendie qui aurait permis de moderniser la ville ». Donc, beaucoup d'amputations imputables à Haussmann, en contrepartie desquelles il a créé effectivement 2 parcs. Le parc Montsouris, créé ex nihilo, et le parc des Buttes-Chaumont, qui a pris place sur un ensemble de carrières à ciel ouvert, de carrières de plâtre, carrières de plâtre qui, depuis longtemps désaffectées ou en partie désaffectées, étaient le royaume de toutes sortes de ribaudes et de truands. On s'y assassinait gaiement, on y négociait des étreintes à bas prix, etc. Haussmann en a fait une espèce d'Éden magnifique. Enfin, Haussmann, Alphand et Barillet-Deschamps, plus exactement, les préposés à ce genre d'aménagement, en ont fait une espèce de Suisse en vase clos absolument spectaculaire. Et il a véritablement maillé la capitale d'une série de parcs très judicieusement répartis. Haussmann va créer près de 80 squares qui correspondent aux 80 quartiers de Paris, de manière à ce que chacun d'entre eux se trouve à moins de 10 minutes de marche de n'importe quel Parisien, du domicile de n'importe quel Parisien. Et cela, ça a parfaitement bien fonctionné. Haussmann va promouvoir une architecture sérielle, c'est-à-dire la répétition à l'infini d'un certain nombre de modèles, on dirait aujourd'hui de modules. Il est vrai que même si la plupart des contrats de construction sont des contrats sous seing privé, sont des contrats d'ordre privé, la préfecture n'en décerne pas moins à chaque concessionnaire un ordre de route qui l'oblige à recouvrir, en tous les cas à construire les façades sur rouille en pierre de taille, à doter ces façades de balcons filants, c'est ce qui accentue les perspectives des grandes percées haussmanniennes, préconisation qui également intime au constructeur de faire un retrait sous comble du 5e étage, de manière à ce que le soleil puisse pénétrer au plus profond des voies nouvelles. Pour autant, on peut dire que cette systématisation, cet appel permanent à la forme classique, notamment à la planéité des façades, va probablement retarder de quelques 20 ou 30 ans l'éclosion d'une architecture complètement nouvelle à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, l'immeuble haussmannien n'a fait que répéter par milliers, à l'infini, un type d'immeuble qui était celui de la fin de la monarchie de Juillet. Il n'y a pas eu de révolution fondamentale, mais on l'a produit en quantité et on a imposé des normes de qualité, parce que quand j'ai commencé à travailler sur Haussmann, il y a une vingtaine d'années, j'étais persuadé qu'il y avait un règlement haussmannien sur les immeubles. Mais je ne le trouvais jamais. Et je ne le trouvais pas parce que je l'ai cherché et qu'il n'existe pas. Donc comment ça se passait? Pourquoi les immeubles se ressemblent-ils, les immeubles haussmanniens? Alors qu'ils sont des immeubles donc, qui, comme les immeubles dans la même voie qui est tracée depuis le début du XIXe siècle, qui font des appartements pour des bourgeois conçus selon le principe des appartements aristocratiques. C'est-à-dire que l'appartement aristocratique se construit sur une enfilade, c'est-à-dire qu'une circulation sans couloir
qui est en façade, c'est-à-dire du salon, de la salle à manger, des différents salons. On longe la façade, les portes sans fil, donc on appelle ça une enfilade, sans couloir, hein, sans dégagement, sans corridor, sans vestibule. Ça, c'est l'appartement noble, comme il y a dans les châteaux ou dans les hôtels particuliers. La bourgeoisie se l'approprie. Par contre, derrière, il y a les services. Là, il y a les couloirs, les vestibules, là, il y a la cuisine, là, il y a les chambres des domestiques, ainsi de suite. Et ça donne sur cour, ça.